Bonjour et bienvenue. Alors, quand on dit Matsue, souvent, on pense à la ville de Shimane, avec son château, le trésor national, tout ça. Oui, l'image classique. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre Matsue, juste ici, à Tokyo, dans l'arrondissement d'Edogawa. Peu de gens le savent, j'ai l'impression. C'est vrai, il est beaucoup plus discret celui-là. Et aujourd'hui, on va justement explorer ce Matsue-là. Son histoire un peu cachée, ses secrets, on va regarder ses origines qui sont assez surprenantes, se balader dans ses rues, voir ce qu'elle raconte, et puis dénicher des petits coins sympas. Hmm. Et pour faire ça, on s'appuie sur quoi? On a pas mal de choses en fait, des archives locaux, quelques articles, et puis des photos d'époque. Assez parlantes d'ailleurs. L'idée, c'est de révéler un peu les histoires de ce quartier, loin des circuits habituels, voir Tokyo autrement. Bon, alors on y va? On décortique tout ça. Allons-y. Alors, commençons par le début. Le nom, Matsue, d'où ça vient? Et là, c'est assez étonnant. C'est pas une vieille légende. Non, pas du tout. C'est très terre-à-terre en fait. Exactement. C'est un nom composé. Une pure création administrative de 1889, pendant l'ère Meiji. Ils ont pris un bout de Komatsugawa. Et un bout de Nishi-Ichinoe. Voilà, lors d'une fusion de villages. C'est presque une approche moderne, un peu naming avant l'heure, non? Carrément. Et ça s'inscrit vraiment dans cette grande vague de réformes administratives Meiji, le fameux système Shosonsei des municipalités. Contrairement aux noms issus de mythes ou de la géographie, là c'est une construction pour unifier des parties de Nishi-Ichinoe, Higashi-Komatsugawa et Nishi-Komatsugawa. Besoin d'un nom pour la nouvelle entité, quoi. Très fonctionnel, donc. Mais est-ce que ça a pris facilement, j'imagine? Les habitants, ils avaient leur propre nom, peut-être? Mais c'est toujours difficile de savoir la réaction populaire immédiate pour ce genre de choses anciennes. Ce qui est sûr, c'est que le nom s'est imposé. Surtout qu'il y a eu une période où ce Matsue a existé pour de vrai, administrativement parlant. Ah oui, c'est ça, la fameuse Matsue Match. La municipalité indépendante. Exactement, Matsue Cho. Ça n'a pas duré longtemps, hein, si. C'était 1926 à 1932. C'est ça, juste 6 ans. Très court. Mais c'était un moment clé. Ah bon? Pourquoi? Ça a permis de commencer à forger une petite identité locale propre, juste avant la grosse réorganisation de 1932 qui a créé Edogawaku, l'arrondissement actuel. Et le truc le plus fou, c'est que tout l'arrondissement a failli s'appeler Matsue. C'est vrai ça. J'ai lu ça. Ils voulaient créer un arrondissement de Matsue, Matsue-ku, simplement parce que la mairie du nouvel arrondissement devait être là, sur le territoire de l'ancienne Matsue-machi. Imagine la carte de Tokyo aujourd'hui. Un Matsue-ku. Ça aurait tout changé. Mais non. Finalement, ils ont choisi Edogawa, le nom de la rivière, plus connu, plus large géographiquement. Et la raison? C'était quoi l'argument officiel? Que Matsue, malgré son statut de machi, manquait de notoriété, de poids historique en quelque sorte, pour couvrir tout ce grand territoire. C'est intéressant, ça montre comment la perception, le branding presque, l'emporte sur une histoire administrative récente. Le nom Edogawa a un peu effacé cette période Matsue-machi. Mais il reste une trace pour ceux qui aiment bien voir l'histoire sur place. Un bon point de départ pour une balade découverte d'ailleurs. L'endroit exact de l'ancienne mairie de Matsue-machi. Mhm. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque de Matsue, Matsue Toshukan, et la place civique, Matsue Kumingiroba, au 211 Matsue. On peut aller là et se dire, voilà, c'est ici que ça s'est joué. Une connexion physique à cette histoire. C'est ça. Bon, changeons d'échelle. Parlons un peu des routes, des chemins d'avant. Avant les trains, avant même les voitures. Matsue, c'était un carrefour apparemment. Ah oui, à lieu de passage, il y avait notamment la Gyotoku Kaido, Qui correspond en partie à la rue commerçante Matsuenodori aujourd'hui, c'est ça? Aussi appelée Imai Kaido. Tout à fait. Et cette Gyotoku Kaido, c'était pas une petite route, hein, c'était un axe super important. Pourquoi faire, principalement? 2 choses essentielles. D'abord, les pèlerinages vers le temple Narita-san Shinshoji à Chiba. Énormément de gens passaient par là. D'accord. Et ensuite, économiquement vital à l'époque d'Edo, le transport du sel. Le fameux sel de Gyotoku, il était produit là-bas et acheminé par cette route jusqu'à Edo pour le château et la ville. Ah ouais. Du coup, ça devait être tout le temps animé. On imagine, oui. Les sources parlent d'une largeur d'environ 3,20 m, ce qui était pas mal pour l'époque. Faut imaginer les pèlerins, les porteurs, les charrettes de sel tirées par des bœufs. Une vraie artère. Non, il est caché. Enfin, préservé, à l'intérieur de la bibliothèque de Matsue.
là où était l'ancienne mairie. C'est une borne en pierre, c'est ça? Une sozo d'Ohyo. Elle date de quand? 1862, fin de l'époque Edo, ère Bunkyu. Elle est assez modeste, mais très parlante. Et elle indiquait quoi? Le chemin vers la rivière, probablement un embarcadère, un bac sur la Kyu-Edo-gawa. L'inscription est toute simple. Shi-Yori Kawara. Kore-Yori Kawara. D'ici vers la rivière. C'est touchant. Oui. Elle était sur la Gyotoko-Kaido à l'origine. La retrouver là, dans la bibliothèque, c'est une chance. Ça montre bien ce lien vital entre la vie quotidienne, le commerce et les voies d'eau à l'époque. Les rivières, c'était les autoroutes, quoi. Un petit trésor pour les curieux. Super intéressant. Alors on avance encore un peu dans le temps. Après les vieilles routes, Matsue a connu un autre type de dynamisme, avec des transports qui ont complètement disparu aujourd'hui. D'abord, le tramway. Oui, le tramway Jōto. Jōto Densha. Dès 1925, ils ont ouvert une ligne, la ligne Edogawa. Elle allait de Higashi-Arakawa jusqu'à Imai. Et Matsue était juste au milieu. Un arrêt super important, ça a vraiment ouvert le quartier. Et après le tram, il y a eu un autre truc. Carrément une première à Tokyo, non? Les trolleybus. Exactement. C'est fou, hein? En 1952, Tokyo lance ses tout premiers trolleybus. Et la ligne principale, la plus grosse, elle reliait Imai au parc du Ueno. Et elle passait par Matsue. En plein cœur, avec un arrêt majeur. Ces bus avec leurs perches, là, c'était moderne, silencieux, moins polluant. Ils ont sillonné Matsue pendant plus de 15 ans. J'ai vu des photos de la rue commerçante, la Matsue Odori Shotengai dans les années 50-60. Franchement, ça bougeait. Il y avait un monde fou autour de ces trolleybus. Ah oui, c'était une période d'effervescence. Mais bon, Ça n'a pas duré. non. Et c'est là que l'histoire du quartier prend un tournant. Un peu ironique, en fait. D'abord, on supprime le tramway de Johto, puis le trolleybus en 68. La voiture monte en puissance, on pense métro. Et le métro? La ligne Toei-Shinjuku. Bah voilà. Quand ils ont décidé du tracé dans les années 70-80, ils l'ont fait passer plus au sud, par Funabori et Ichinoe. La section jusqu'à Funabori ouvre en 83, et Matsue contournée, oublié par le nouveau réseau. Du coup, le quartier est devenu ce que les urbanistes appellent une zone sans chemin de fer, Tetsudo Fumochitai, un peu à l'écart des grands flux. C'est exactement ça. Et cet isolement relatif, cette absence de gare majeure, ça a eu un effet paradoxal, assez fascinant aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire? Au lieu de dépérir, le quartier a été comme préservé. Il a gardé une atmosphère très Showa, très années 50 à 80. Surtout quand on se balade dans la rue commerçante principale, la Matsue Odori Shotengai. C'est fou de penser que des décisions d'urbanisme ont pu comme figer une ambiance. On y voit quoi concrètement dans cette rue? Plein de petites boutiques familiales, des quincailleries à l'ancienne, des poissonneries, des primeurs, des magasins de futons, des petits restos. Les devantures même, parfois, elles semblent d'époque. Les enseignes peintes, les stores en tôle. Ah ouais, il y a un calme, un rythme plus lent qu'ailleurs. C'est pas un musée, hein, c'est vivant, mais ça a gardé une patine, une authenticité devenue rare à Tokyo. C'est une conséquence directe de ces choix de transport. Pour qui aime les ambiances un peu rétro ou un Tokyo moins speed, c'est une pépite. D'accord. Mais l'histoire de Matsumie, c'est pas que des transports et des rues au charme désuet. Il y a aussi des moments plus sombres. La guerre, notamment. Oui, la Seconde Guerre mondiale a laissé des traces. Les bombardements sur Tokyo ont touché la zone, surtout les quartiers voisins comme Komatsugawa et Hirai, qui ont été dévastés par le grand raid du 10 mars 1945. Et la mairie d'arrondissement? Elle a été complètement détruite par les flammes cette nuit-là. Elle se trouvait pas loin. Un vrai désastre. Terrible. Mais au milieu de tout ça, il reste un lieu, une histoire de survie incroyable. Un autre trésor caché, mais plus émouvant celui-là. Yawa Sakura aujourd'hui. Et il date de quand? Construit en 1924. Sa structure solide lui a permis de résister aux bombes incendiaires de mars 45. C'est assez miraculeux. Si on s'approche, on voit encore les traces noires des flammes sur les murs. C'est saisissant. Un survivant en béton? exactement. Et l'histoire qui va avec. À l'intérieur, il y avait les archives essentielles de l'arrondissement. La chaleur a détruit beaucoup de choses, mais 2 employés municipaux ont fait un truc héroïque. Ah oui?
pendant que ça bombardait encore, que le feu faisait rage, ils sont entrés pour sauver quoi? Les registres d'état civil, les Kosei-kibo. Les documents vitaux, quoi. Naissance, mariage, décès. C'est ça, perdre ça, c'était une catastrophe pour des milliers de familles après la guerre. Ces 2 héros, ils ont mis les registres dans des sacs de jute et ils les ont cachés dans un fossé, un petit cours d'eau à côté, pour les protéger du feu, au péril de leur vie. Incroyable. Et grâce à eux, ces registres ont survécu. Donc ce bunchoko, c'est pas juste un vieux bâtiment, c'est un mémorial. De cette nuit-là et de ce courage ordinaire. D'ailleurs, juste à côté, il y a la statue de la paix reliant les générations. C'est Daiai Omusub et Oanozo. Pour ne pas oublier. Quelle histoire. Ça montre une résilience incroyable. Mais la mémoire d'un lieu, c'est aussi des histoires plus légères, non? Transmises oralement. Et il y a pas mal de légendes qui traînent autour de Matsue, j'ai l'impression. Surtout près d'un temple. Oui, juste à côté, à Higashikomatsugawa, il y a le temple Zenyoji. Zen-yo-ji. Alors lui, c'est un concentré de folklore. Déjà son surnom, Hoshi-zumi-san, la montagne où réside l'étoile. La montagne où réside l'étoile. Ça donne envie, ça vient d'où? D'une légende de l'époque de Tokugawa Iemitsu, au XVIIe siècle. Le moine supérieur priait la nuit, et hop, une étoile filante traverse le ciel et vient s'écraser, atterrir, sur un grand pin du temple. Une étoile filante. Oui, et en s'approchant, le moine découvre que l'étoile s'est transformée en relique sacrée, brillante, une shoujo-shari. Carrément. Une étoile qui devient relique. Et le pain alors? Il a été baptisé Pain où tomba l'étoile, Roshi Furi no Matsu. L'arbre d'origine est mort en 1940 malheureusement, mais, et c'est ça qui est beau, ils ont replanté un descendant direct issu de ces graines au même endroit. Et il pousse toujours, portant cette légende. Génial ça! Et ce n'est qu'une des histoires. Ah non, il y en a d'autres. La pierre de l'ombre, Yogo no Ishi. Un voleur s'enfuit du temple avec son butin, passe près de cette pierre et impossible de bouger. Cloué sur place. Ah ouais. Et là, Fudomyo, la divinité gardienne, apparaît, furieuse, et le chasse. La pierre est toujours là. Et puis il y a les tanuki. Ah, les fameux chiens vivrains. Ils ont fait quoi aux Zenyoji? Un moine trouve un tanuki mort, il est pris de pitié et lui offre une vraie cérémonie funéraire avec des prières. Un peu plus tard, un incendie se déclare dans le temple. Le moine est seul, il lutte contre les flammes. Et là? Une troupe de tanuki débarque, reconnaissant sans doute, et ils aident le moine à éteindre le feu, soit en battant les flammes avec leur queue, soit en utilisant leur magie pour faire pleuvoir, selon les versions. C'est merveilleux comme histoire. Oui, ça mélange le sacré, le merveilleux, le respect des animaux. Ça donne une atmosphère vraiment spéciale aux Zenyoji. Un trésor de la mémoire locale. Fantastique. Bon, au-delà de ces légendes, la vie spirituelle, la communauté de Matsue, ça repose aussi sur des lieux plus officiels. Les sanctuaires Shinto, par exemple. Le sanctuaire Hakusan, Shiraji-jinja, à Matsue 4 Chome, il a l'air très ancien. Oui, les traditions locales suggèrent qu'il pourrait remonter à l'époque Sengoku, avant Edo. La légende dit qu'il a été fondé par les ancêtres d'une vieille famille du coin, les Yahaji. Et comment ils l'ont fondé? Ils auraient apporté un bunrei, c'est-à-dire une division de l'esprit sacré, du kami, du grand sanctuaire Hakusan de Kaga en Ishikawa, pour l'installer ici et protéger leur nouvelle communauté. C'est un processus très courant, ça explique pourquoi on trouve les mêmes sanctuaires un peu partout. D'accord, un culte importé en quelque sorte, qui a voyagé? C'est ça. C'est différent d'un autre sanctuaire de Matsue, l'Aka Inari Jinja, Aka Inari Jinja, à Matsue 1 Chome. Lui, son histoire est plus locale et un peu floue. Oui, on ne sait pas trop d'où il vient, c'est ça? Exactement. Son origine est incertaine, ce qui lui donne un côté très ancré, peut-être né des croyances populaires. On l'appelle Aka Inari, rouge, à cause de toutes les bannières rouges, les nobori, offertes par les fidèles. Ça lui donne beaucoup de couleurs. Et il a dû s'adapter lui aussi. Ah oui, lors de la construction d'une autoroute dans les années 60, il a été coupé en deux, très réduit. Mais il a été reconstruit sur ce qui restait, et il est toujours là, très vivant pour le voisinage. Et il y a aussi le sanctuaire Mishima Jinja, à Matsue 6 Chome, fondé vers 1790 apparemment. Oui, et celui-là, il est lié aux premiers habitants qui ont défriché cette zone, le village de Higashifunabori. Il témoigne des débuts du peuplement organisé de ce coin, qui était surtout des marais avant. Donc on a Hakusan, le transplanté, Aka Inari, le local mystérieux,
et Mishima, le pionnier. Ça montre bien la diversité des racines spirituelles ici. Et ces racines, elles sont pas que spirituelles, il y a des institutions laïques aussi qui marquent la continuité. Ah oui, on ne peut pas parler de Matsue sans parler de son école primaire Matsue Shogako. Matsue Shogako, c'est tout simplement la plus vieille de tout l'arrondissement d'Edogawa. La plus vieille, ah ouais? Fondée en 1876, début Meiji. Et le détail amusant, ses premiers locaux étaient dans l'enceinte d'un temple, le Zenshoji, juste à côté du Zenyoji des légendes. Ça montre bien les liens entre communauté, religion, éducation à l'époque. Une école de presque 150 ans. C'est incroyable. Et cette idée de lien, passé-présent, de résilience, on la retrouve même dans des trucs plus récents, comme la renaissance de la culture du lotus, le Hasu. Le lotus? Oui, cette région d'Edogawa était couverte de champs de lotus avant, pour les racines, les rancons et les fleurs. Mais l'urbanisation a tout fait disparaître, ou presque. Et alors? Eh bien, depuis 1987, le collège du coin, Matsue Daichi Chugako, a décidé de renouer avec ça. Ils ont créé un étang dans l'école, récupéré des plants auprès d'anciens cultivateurs, d'anciens élèves, et ils ont relancé la culture du lotus. C'est génial comme initiative. Oui, c'est devenu un projet pédagogique et communautaire super fort. Les élèves, les profs, les parents, les anciens, chaque été, la floraison, c'est un événement. Un symbole vivant de transmission et de fierté locale. Quelle belle histoire! Bon, alors si on récapitule un peu tout ça, notre exploration de Matsue à Edogawa. On a trouvé un nom né d'une fusion administrative, l'histoire oubliée d'une petite ville éphémère qui a failli donner son nom à l'arrondissement. Les fantômes des tramways et des trolleybus. C'est ça, les cicatrices de la guerre sur ce dépôt d'archives, l'histoire héroïque qui va avec. Les légendes incroyables du Zenyoji avec l'étoile, la pierre, les tanuki. Et puis cette communauté qui tient bon, à travers ses sanctuaires, son école hyper vieille et même la renaissance du lotus. C'est tout à fait ça. Et ça nous montre bien que même les quartiers de Tokyo qui paraissent ordinaires, un peu en retrait, ils ont une histoire super riche, super complexe. Il faut juste savoir où regarder. Chercher la petite borne dans la bibliothèque, le dépôt d'archives dans le parc, la rue commerçante un peu figée dans le temps. Exactement. S'intéresser aux récits locaux. Et là, on découvre un patrimoine dingue, loin des clichés touristiques. Chaque coin de rue peut raconter quelque chose. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour finir, une petite énigme, un truc qui reste en suspens. On a trouvé mention d'un chant de la ville de Matsue, Matsue Choka. Ah oui? Et c'est pas rien, composé en 1929, paroles Kitara Hakushu, le grand poète, musique Yamada Kosaku, le grand compositeur, excusez du peu. Un duo de stars pour une petite municipalité qui n'a vécu que 6 ans. C'est remarquable. Ça montre une certaine ambition à l'époque. Carrément. Mais le problème, c'est que cette chanson, ce symbole de fierté locale, elle est oubliée aujourd'hui. Perdue apparemment peu après la disparition de Matsue Machi en 1932. Dommage. Alors, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'elle raconterait, cette chanson perdue, si on la retrouvait? Sur l'identité, l'esprit, les espoirs de cette communauté juste avant d'être absorbée par Edogawa. Une quête pour une prochaine fois, peut-être. Un autre trésor caché à chercher. Exactement. Un trésor sonore, cette fois. Voilà qui laisse de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration d'un Tokyo un peu secret.